1997, Laurent-Désiré Kabila entre dans Kinshasa. Mobutu fuit au Togo, puis au Maroc. Il mourra en septembre de la même année. 32 ans de régime, terminés en quelques semaines. Et dans les jours qui suivent la prise de la capitale, une question se pose dans les bureaux, les villas et les salons de l'élite zaïroise. Qui va survivre à ça? Pas survivre au sens littéral, quoique pour certains, la question se pose aussi en ces termes. Survivre économiquement, survivre politiquement, garder ses actifs, ses contrats, ses entreprises, ses réseaux. Parce que Mobutu n'avait pas seulement gouverné un pays, il avait structuré une économie entière autour de sa personne. Des fortunes entières dépendaient de sa signature, de sa bienveillance, de sa survie au pouvoir. Le régime tombe. Qu'est-ce qui reste? La réponse est inégale, très inégale. La famille biologique du maréchal se disperse, perd des membres, traverse des décennies d'exil. Ses palais finissent en ruine, mais certaines familles de l'élite, Bemba Saolona en tête, traversent la transition avec une continuité qui mérite qu'on l'examine de près. Voilà ce que les documents et les chronologies publiques révèlent. Comprendre ce qui vient de tomber. L'économie de la faveur. Pour comprendre qui survit à 1997, il faut d'abord comprendre ce qui existait avant. Le Zaïre de Mobutu n'était pas une économie de marché avec un président autoritaire en arrière-plan. C'était un système dans lequel l'accès aux ressources économiques passait structurellement par le sommet de l'État. Les économistes ont un mot pour ça, économie néo-patrimoniale. Le pouvoir distribue des rentes. Les proches reçoivent des contrats, des monopoles, des licences, des réseaux. Parce que Mobutu n'avait pas seulement gouverné un pays, il avait structuré une économie entière autour de sa personne. Des fortunes entières dépendaient de sa signature, de sa bienveillance, de sa survie au pouvoir. Le régime tombe. Qu'est-ce qui reste? La réponse est inégale, très inégale. La famille biologique du maréchal se disperse, perd des membres, traverse des décennies d'exil. Ses palais finissent en ruine. Mais certaines familles de l'élite, Bemba Saolona en tête, traverse la transition avec une continuité qui mérite qu'on l'examine de près. Voilà ce que les documents et les chronologies publiques révèlent. Les familles qui ont traversé. Qu'est-ce qui permet de survivre à un changement de régime? La question n'est pas rhétorique, elle a des réponses analytiques. Les élites économiques qui traversent les transitions politiques partagent généralement plusieurs caractéristiques. Première, elles ont des actifs réels. Des immeubles, des entreprises avec des flux de trésorerie, des infrastructures, des actifs qui ont une valeur indépendamment de qui gouverne. Deuxième, elles ont des compétences ou des services que le nouveau régime a besoin d'utiliser. Un réseau commercial, une expertise sectorielle, une capacité logistique, quelque chose que le nouveau pouvoir ne peut pas simplement remplacer du jour au lendemain. Troisième, elles ont des liens qui transcendent un régime unique. Des relations avec des partenaires étrangers, des institutions internationales, des réseaux régionaux qui continuent d'exister après la transition. Quatrième, elles ont su négocier leur position avec le nouveau pouvoir, pas nécessairement explicitement, mais à travers des signaux, des retraits stratégiques, des repositionnements publics. Le cas Bemba Saolona, ce que la chronologie publique montre. Jamo Bemba Saolona correspond à plusieurs de ces critères. Son groupe Saïbé, fondé progressivement depuis les années 70, avait une réalité physique et opérationnelle. Saïbé Airlift, créé en 1979, était une compagnie aérienne avec des avions, des routes, des personnels, des infrastructures aériennes. Ce n'est pas un contrat public, c'est une entreprise. Elle peut continuer à exister indépendamment de qui occupe la présidence. Le conglomérat Saïbé couvrait l'aviation, l'agriculture et le commerce. Cette diversification sectorielle est elle-même un facteur de résilience. Une entreprise qui dépend d'un seul secteur lié à l'État est plus vulnérable qu'un conglomérat avec des activités dans des segments différents. Sa position à la tête de l'ANESA, l'Association nationale des entreprises du Zaïre, devenue FEC, la Fédération des entreprises du Congo, lui donnait un rôle institutionnel dans le patronat congolais. Ce type de position représentative a une continuité fonctionnelle. Le patronat organisé reste un interlocuteur nécessaire pour tout gouvernement, quel qu'il soit. La famille Moleka, l'ami personnel qui ne part pas. Un autre cas documenté illustre bien la logique de survie des élites non directement familiales. Ignace Moleka était décrit comme un ami personnel de Mobutu, pas seulement un associé, un ami.
Ce type de lien, dans la logique moboutiste, était souvent plus solide que les relations purement utilitaires. Sa famille n'a pas été contrainte à un exil définitif après 1997, et Timothée Moleka a servi comme gouverneur de Kinshasa sous le nouveau régime, la capitale congolaise, pas un poste symbolique. Ce cas illustre quelque chose de précis. La continuité des élites de proximité ne passe pas nécessairement par la richesse économique. Elle peut passer par la légitimité sociale, les réseaux locaux et la capacité à se rendre utile à une nouvelle administration, qui doit gouverner des millions de gens dont elle ne connaît pas encore les ressorts. La famille Leto, l'empire qui rétrécit. La famille Leto occupait sous Mobutu une position dominante dans le commerce et l'immobilier zaïrois. L'Itomobile, en référence directe à Mobile Oil, était l'un des conglomérats emblématiques de l'ère zaïroise, bâti sur les mêmes logiques de faveur et d'accès privilégiés que le groupe Saïbé. Après 1997, les informations disponibles suggèrent une trajectoire différente de celle de Bemba. La famille Leto a perdu une partie de son influence directe. Elle reste présente dans le tissu économique congolais selon des sources documentées, mais sa position dominante ne s'est pas maintenue avec la même intensité. Pourquoi la différence avec Bemba ? Les éléments disponibles ne permettent pas de répondre avec certitude. Mais la comparaison est intéressante elle-même. Deux conglomérats construits sur des bases similaires, deux trajectoires post-1997 qui divergent. Ce qui suggère que la structure des actifs, les réseaux propres et la capacité d'adaptation individuelle jouent au-delà des seules circonstances politiques. Le lien familial Bemba-Mobutu, actif ou passif après 1997 ? C'est la question la plus complexe à traiter avec les éléments disponibles. Le mariage de Catherine Bemba avec Nzanga Mobutu avait clairement renforcé les liens entre les deux familles pendant le régime. C'était une alliance classique dans la logique des élites zaïroises, le politique et l'économique se soudent par les liens familiaux. Après 1997, ce lien devient une variable ambiguë. D'un côté, être associé à la famille Mobutu peut représenter un risque. Kabila a construit sa légitimité sur l'opposition au moboutisme. Afficher des liens avec la famille déchue n'est pas une position confortable dans les premières années du nouveau régime. De l'autre côté, Nzanga Mobutu revient. Il se présente à la présidentielle de 2006. Il obtient des fonctions ministérielles sous Joseph Kabila. Son beau-père Bemba Saolana, lui, n'a jamais vraiment disparu du tissu économique. La famille Bemba bénéficie de la logique de recyclage qui caractérise le Congo post-Mobutu. Sa base économique lui permet de ne pas dépendre uniquement d'une reconnaissance politique pour exister. Et son réseau, hérité des années Mobutu, mais pas exclusivement politique, lui donne des marges de manœuvre que des familles plus dépendantes du régime n'avaient pas. Bemba Sarumana et Jean-Pierre Bemba, la transmission. Un élément documenté qui illustre cette continuité est le parcours de Jean-Pierre Bemba. Fils de Jeannot Bemba Saolana, Jean-Pierre Bemba, héritier d'une fortune construite sous Mobutu, devient une figure politique majeure après 1997. Il fonde le mouvement de libération du Congo, le MLC, en 1998, avec des ressources économiques dont l'origine est directement liée à la fortune familiale. Il devient l'une des figures centrales des négociations de Sun City en 2002, qui mènent aux accords de paix et à la transition politique congolaise. Il devient vice-président de la République démocratique du Congo entre 2003 et 2006. Il sera ensuite ministre de la Défense sous Félix Tshisekedi, le président qui arrive au pouvoir en 2019. Ce dernier point mérite d'être souligné. Jean-Pierre Bemba, fils d'un pilier économique de Mobutu, devient ministre sous le troisième président post-Mobutu. 20 ans après la chute du régime, la fortune construite dans les années 1977 continue de produire du capital politique. C'est la définition exacte de la continuité des élites. La nostalgie, le dernier actif du nom Mobutu. Un dernier élément mérite d'être mentionné, parce qu'il est documenté et souvent ignoré dans les analyses économiques. Une partie de la population congolaise exprime, selon diverses sources, une nostalgie de l'époque Mobutu. Pas nécessairement une nostalgie du régime lui-même, de ses exactions, de sa kleptocratie, de sa répression, mais une nostalgie d'une certaine stabilité apparente. Une époque où le pays avait une identité forte, une monnaie reconnaissable, des infrastructures qui fonctionnaient encore. Cette nostalgie est un actif, pas financier, politique.
Pour Nzanga Mobutu, candidat à la présidentielle de 2006, ce capital nostalgique représente une ressource réelle. Ces 4,8% ne viennent pas de nulle part. Ils viennent d'électeurs qui gardent un souvenir, réel ou reconstruit, d'une époque différente. La famille biologique de Mobutu n'a pas d'empire économique. Elle a un nom. Et au Congo, en 2026, ce nom a encore une valeur électorale mesurable.